Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. On respire et on regarde loin devant. Bienvenue en 2022, heureuse de vous retrouver. Merci tout d'abord au compositeur Jun Miyake d'avoir aussi délicatement retravaillé le générique de cette émission avec Bruno Carpentier et Thomas Beau. Ils nous accompagnent depuis les débuts de la grande table et on ne saurait faire sans. On commence aujourd'hui avec une grande table des idées de saison. Pourquoi la montagne inspire tant les philosophes? Avec nous dès 12h55, Pascal Bruckner, au sommet, auteur d'un petit traité d'élévation intitulé Dans l'amitié d'une montagne chez Grasset. Mais d'abord, les guerres d'Éric Vuillard. Dans ses récits, il est toujours question de domination, de violence, d'exploitation, d'alliance des puissants, de concentration des pouvoirs, mais aussi de révolte en France ou dans le monde. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau récit, une sortie honorable chez Actes Sud. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Des récits, effectivement, pour Éric Vuillard, Conquistador, Congo, 14 juillet, ou encore L'Ordre du jour, prix Goncourt en 2017. Une sortie honorable chez Actes Sud, en librairie après-demain, le 5, revient sur la fin de la guerre d'Indochine cette fois, et sur les événements qui ont précipité le départ des Français du Vietnam. Le récit s'ouvre sur l'inspection d'une plantation Michelin en Indochine française. Et bonjour Éric Vuillard. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Du Congo au Vietnam, est-ce au fond toujours un peu la même histoire que vous nous racontez, en tout cas la même histoire qui vous intéresse, une histoire qui se répète sous des formes un peu différentes? Oui, je crois que d'abord que d'une certaine façon, la littérature cette histoire et raconte l'histoire. C'est-à-dire depuis la Révolution française, depuis le moment où la littérature s'est désassujettie finalement de la féodalité, de certains rapports, et où les auteurs ont été davantage libres d'écrire, eh bien, ils ont repris à leur compte la vie sociale. Ils ont essayé de nous raconter la vie des sociétés et de la raconter de façon entière. Le premier projet, de ce point de vue, est la Comédie humaine de Balzac. Et je crois qu'on entend déjà dans ce titre de Comédie humaine une certaine violence sociale. D'abord, une littérature qui est démythifiée, qui tout à coup, à la différence de celle de Dante, parle du monde réel, mais aussi parle justement de la concentration du pouvoir, etc. Et je pense que ça parcourt tout le 19e et le 20e siècle, en passant par Faulkner, Dos Passos et la poésie aussi, les cantos de Pan. Enfin, donc voilà, je ne crois pas que ça soit une particularité de raconter, disons, d'essayer. Barthes a une question qu'il pose dans sa leçon au Collège de France. Il dit, je crois, quelque chose comme « Mais que cherche à représenter la littérature ?» Et ben voilà, c'est peut-être ça que je cherche, cette forme toujours incomplète et qui serait celle à la fois du pouvoir, vous avez parlé de la domination, de la prépotence. Oui, et de tous ces systèmes qui, quelque part, produisent un peu les mêmes effets. D'un coin à l'autre du monde, on retrouve ces mêmes systèmes de domination. Et il y a cette fois une singularité, peut-être une particularité dans cette guerre-là, comme dans toutes les guerres, dans la guerre d'Indochine. C'est à la fois une guerre coloniale et une guerre anticommuniste, influencée par la stratégie de guerre froide américaine. Vous revenez donc sur cette double guerre, mais du point de vue essentiellement français, en essayant de comprendre comment l'histoire, en tout cas, s'est soi-disant terminée. Comment vous y êtes entré d'abord dans cette guerre d'Indochine? Par quelle porte, Éric Vuillard? Alors, tout d'abord, juste sur ce que vous évoquiez au tout départ, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, ce que Marc Bloch appelait une solidarité des âges, au fond. Vous évoquez le fait que le premier chapitre du livre commence par une inspection du travail, donc je me suis adossé finalement à un rapport de l'inspection du travail, un rapport secret de l'inspection du travail qui est assez long, très détaillé, et dans lequel par exemple je suis tombé sur cette expression dans l'une des deux plantations où avait eu lieu l'enquête. L'enquêteur de la Mare, l'inspecteur du travail, parlait d'une épidémie de suicide, et c'était aussi l'expression qui lui était venue du directeur de la plantation. Et ça rappelle évidemment ce qui s'est passé chez France Télécom et cette expression qui avait été utilisée également. Et donc on le voit, la solidarité des âges vient jusque dans le vocabulaire lui-même, ce qu'on appelle aujourd'hui presque, vous savez, des éléments de langage. Quelque chose comme ça circule, qui au fond reflète, pour celui qui est attentif, qui lit, disons, avec une attention particulière, qui est peut-être celle qu'on a quand on fait métier d'écrire, qui signifie que ce qu'on appelle les éléments de langage et qui nous sont présentés comme étant
quelque chose de secondaire, de l'ordre de la communication, de pas méchant au fond, d'une sorte de pédagogie, eh bien au fond aurait une sorte d'importance historique. C'est ce que Jean-Pierre Faye nous rappelle dans ses livres. Vous voyez que le vocabulaire, la langue agit. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, alors l'entrée, ça m'est venu d'un cadeau qu'on m'a fait. On m'a offert un petit, parce que je m'intéressais à l'Indochine depuis un moment, mais comme on s'intéresse chacun à différentes choses, et on m'a offert un petit guide de voyage de 1923, donc qui est un guide que j'ai feuilleté, regardé. Je suis tombé tout de suite. Et là encore, il est question des mots. Hein. Absolument, Ouais. absolument. Je suis tombé tout de suite en le feuilletant sur deux choses. Tout d'abord, une petite publicité de la maison Ridet et compagnie, qui sont des armuriers au centre d'Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes. Ce sont les propres mots de la publicité. Donc vous voyez, les armes et munitions de chasse et de guerre font tout de même un drôle d'effet dans un guide de voyage. Mais surtout, je suis tombé sur le petit lexique, donc à l'usage des vacanciers, dont je vais vous lire les premiers rudiments. Donc, va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, retourne en arrière, relève la capote, baisse la capote, attends-moi là un moment, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat, à la concession. Voilà, et ces mots, ces expressions qu'on retrouve dans ce guide de voyage disent tout de la relation déjà qu'on avait posée, que les Français, là-bas, sur place, avaient posée avec les habitants. Oui, tout à fait, ça m'a... Alors, tout d'abord, je me suis dit, en fait, non seulement à la lecture, mais en fait, si on écrit des livres, c'est parce qu'en écrivant, on comprend des choses qu'on ne comprendrait pas à la simple lecture, mais en écrivant donc l'entrée du livre, qui commence par ce petit guide de voyage, qu'au fond, les guides de voyage sont comme écrits par leur lecteur. Au fond, quand on lit un guide de voyage, on peut suivre le lecteur là où il va dormir, on peut regarder par-dessus son épaule le menu au restaurant, donc on peut consulter ses loisirs, s'informer de ses peurs aussi, puisqu'il y a toujours une rubrique sur la sécurité, ce genre de choses. Donc, au fond, peut-être que tous les livres sont écrits par leur lecteur, mais là, on a le sentiment vraiment que c'est presque littéral. Et du coup, ça nous informe sur l'inconscient d'une société tout entière. Alors, au fond, ça nous permet même d'ailleurs d'aller plus loin que là où le roman d'habitude se compromet d'une certaine façon, puisqu'on est presque entre les draps, si je puis dire, des touristes. Et donc, ce petit lexique est particulièrement violent, comme vous le disiez, et pourtant, au fond, il s'agit de la chose la plus anodine, la plus douce, au fond, c'est-à-dire les vacances. Si bien que ça m'a semblé être comme une clé de lecture, ou je sais pas, on peut dire peut-être une unité de mesure de la société coloniale tout entière. Vous voyez, si un tel lexique était possible, alors comment lire le reste, comment le comprendre. Et puis, la dernière chose, il m'est venu ces jours-ci, en feuilletant Tchekhov, une petite note de lui, bien avant donc ce petit lexique, où évoquant un petit trajet en pousse-pousse à Hong Kong, Tchekhov écrit « Je me suis promené en pousse-pousse, autrement dit, je me suis fait traîner par des hommes ». Ce qui signifie qu'au fond, vous voyez, il y a à la fois l'esprit d'une époque, comme on nous le rappelle toujours, et en même temps, il se trouve que là, des années avant, venant d'un pays très rétrograde, eh bien, un écrivain sent qu'il y a quelque chose de tout à fait inhabituel et de tout à fait peut-être indécent à se faire, comme il le dit dans cette expression terrible, traîné par des hommes, ce que le lexique n'a pas l'air de comprendre. Et qu'est-ce qui se passe loin de là dans la tête des responsables et des autorités françaises? Parce que c'est intéressant, on peut effectivement toujours dire que c'était une autre époque, hein, mais vous évoquez à travers ces termes que vous avez notamment trouvés dans ce rapport d'inspection ou dans ce guide de voyage, ce rapport de soumission, ce rapport totalement inégalitaire qui avait été posé et qui était totalement admis. Mais en même temps, on a dans l'idée que l'occupation de l'Indochine, que l'Indochine c'est la France, qu'elle apportera liberté et émancipation à ces peuples. Hein. Alors, tout d'abord, au fond, on a souvent l'idée, on date les guerres coloniales, toujours d'une certaine manière. Donc là, la guerre d'Indochine est datée depuis 1946. Bon, l'échec, nous dit-on, des accords avec Ho Chi Minh. Mais en réalité, les guerres coloniales commencent au moment même de la colonisation. Les peuples ne peuvent pas s'accoutumer d'être assujettis. Simplement, évidemment, les formes... D'abord, au moment même où le Vietnam est conquis, la conquête est longue, en fait, difficile. Le Vietnam va se défendre. Mais tout au long de la fin
du 19e et du début du 20e, on aura des insurrections, des mutineries très violentes, des attentats, etc. Si bien qu'au fond, le fait de dater la guerre de 46 est quelque chose d'arbitraire, au fond, qui est encore, je pense, une position coloniale. Et puis, alors, le titre du livre vient précisément d'une expression, d'un élément de langage qui était en vigueur à l'époque, qui a commencé à être, on peut dire, à la mode dans les milieux politiques et économiques, c'était qu'il fallait trouver une sortie honorable. Ces mots ont été prononcés réellement, parce que le titre paraît parfaitement ironique. Hein, mais... Oui, mais non, c'est ce que dit Meyer à Navarre, qui va être donc le commandant en chef qui va perdre la bataille de Dien Bien Phu. Il lui dit qu'il lui faut trouver une sortie honorable. Ce qui est une expression très bizarre et qui a toutes les caractéristiques habituelles des éléments de langage, c'est-à-dire c'est une expression qui ment. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie honorable ? Ça signifie faire la guerre pour la terminer. Ça signifie en partie reconquérir l'Indochine avant de la laisser. Vous voyez, c'est une expression en somme contradictoire. Et vous évoquez les responsables, au fond, il y a une phrase de Mauriac dans le bloc-notes, donc à l'époque, puisque Mauriac a écrit d'abord dans le Figaro puis dans l'Express, notamment parce qu'il a eu des désaccords en fait politiques liés à l'Indochine avec la rédaction du Figaro. Et donc dans l'Express, Mauriac écrit à propos pendant la guerre d'Indochine et à propos des responsables, justement, plus on approche du pouvoir, moins on se sent responsable. Et ce que fait cette phrase de Mauriac a ceci de très fort, je trouve qu'elle est quasiment un axiome. Vous voyez, Montesquieu a trouvé avec la concentration des pouvoirs une sorte, on pourrait dire, d'axiome de la physique sociale élémentaire. Plus un pouvoir est concentré, plus il abuse de sa souveraineté, plus il abuse de ses forces. Il faut donc le contraindre. Seul le pouvoir arrête le pouvoir. Enfin, on connaît ces formules. Eh bien, la Mauriac trouve une autre formule. Plus on approche du pouvoir, moins on se sent responsable et vient défaire une sorte de mot écran, de mots qui est très employé par les responsables politiques encore aujourd'hui, c'est « je suis responsable », vous savez, « j'assumerai mes responsabilités ». Et où Mauriac nous fait entendre qu'en fait, ce mot signifie tout le contraire. C'est précisément une sorte de mot gris-gris, de mot protection qui se trouve être au centre de ce qu'on peut appeler peut-être le discours de la responsabilité, c'est-à-dire un discours qui cherche à nous intoxiquer en dernière analyse. Alors c'est un livre, Une sortie honorable, sur la fin. Et Dien Bien Phu sera ou fera office de sortie honorable, pour reprendre le titre de votre récit, Éric Vuillard. Même si personne n'est dupe face à une telle débâcle, surtout pas vous, c'est l'affaire Dreyfus des nigauds, le Panama des crétins, écrivez-vous. À Paris, les responsables s'écharpent sur l'hypothèse d'un cessez-le-feu, alors que la guerre, elle est déjà perdue. Le déshonneur eût peut-être mieux valu, concluez-vous. Qu'aurait-il fallu faire pour éviter cela ? Je pense d'abord qu'il faut éviter, que la conquête est la première étape à éviter, et que surtout on a eu, à certains moments en tout cas, des possibilités politiques. C'est-à-dire le livre, au fond, est centré, au centre du livre, au cœur palpitant du livre, il y a plusieurs choses, mais il y a surtout, je crois, à un moment, la personnalité de Mendès France, qui à partir de 50 propose, au fond, une sortie, c'est-à-dire une négociation avec le Viet Minh. Parce que l'expression « une sortie honorable » dissimule en réalité un anticommunisme féroce qui refuse de négocier avec le Viet Minh et qui souhaite négocier avec des instances qui sont sans pouvoir, en fait, qui ne représentent pas les Vietnamiens. Et ce ne sont pas des négociations. Donc, en somme, il y a eu une possibilité politique simplement au moment où elle a été proposée à l'Assemblée nationale, donc le 19 octobre 1950. Elle a été très violemment repoussée par l'ensemble des partis qu'on dirait aujourd'hui de gouvernement, c'est-à-dire par les responsables. Et en somme, il a fallu attendre 4 ans pour que Mendès France puisse arriver au pouvoir et sortir la France de la guerre. Alors, pour juste donner une illustration, lorsque vous citiez la façon dont j'ai trié un petit peu l'état-major français, il y a une citation d'un proche collaborateur de Delattre, par exemple, qui a été donc commandant en chef des forces françaises en Indochine. Et donc, son proche collaborateur écrit, lui, « Certes, il était lui-même l'homme des intrigues compliquées, des mouvements d'encerclement pris de si loin qu'il lui arrivait en cours de route d'oublier le but primitif. Il avait acquis, par défiance et par jeu, le goût des manœuvres à double ou triple détente. Il y mêlait un machiavélisme un peu puéril à un sens aigu de la psychologie, etc. » Vous voyez que des gens très proches, au fond, de Delattre, donc d'une des figures, on peut dire, les plus illustres de l'armée française, ne les épargnent pas non plus. Alors, comme toujours, cette sortie honorable, dans ce récit de vous, Éric Vuillard, il y a une très belle, entre guillemets, galerie de personnages historiques ayant réellement existé. D'Édouard Herriot à Édouard Frédéric Dupont, Edmond Michelet, ou encore, vous le citiez, le général Delattre.
Le général Delattre, il va se rendre en 1951 aux États-Unis pour demander l'aide matérielle de Washington sur le front d'Indochine. Dans un chapitre intitulé Meet the Press de votre livre, Éric Vuillard, vous racontez de manière assez saisissante, l'interview qu'il a donnée dans une émission politique, Meet the Press, qui rassemblait des millions de spectateurs, où il va essayer de donner les arguments, convaincre les États-Unis de venir soutenir la France. On a retrouvé, pas tout à fait cette archive de l'émission, mais une autre, on en reparle. Je voulais vous dire que j'étais ravi d'être invité ici par le comité du Chief of Staff. Je suis ici en tant que soldat et je veux parler partout en tant que soldat. Je sais que vous êtes intéressé par la question de l'Indochine. En effet, nous ne sommes pas en train de faire une guerre coloniale. Nous sommes là-bas pour aider ces nations qui sont maintenant indépendantes. Nous sommes là pour les aider à réussir leur indépendance. Et la guerre que nous menons à leur côté pour les protéger est une guerre très difficile. Une guerre contre un ennemi qui s'appelle Ho Chi Minh et Viet Minh et qui est sans aucun doute un ennemi communiste. Vous savez que nous faisons la guerre contre le communisme. C'est pour cela que la guerre en Corée est une guerre contre le communisme. En Indochine, c'est aussi une guerre contre le communisme. En Corée et en Indochine, c'est la même guerre. Voilà, le général Delattre. Alors, on n'a pas retrouvé l'archive exacte de l'émission en question, hein, Meet the Press, mais dans cette allocution télévisée qui date de la même année, donnée sur place, il redit peu ou prou la même chose. Hein, vous confirmez? Oui, tout à fait. Avec cet accent si Frenchy, que vous soulignez aussi. Oui, absolument, parce que, alors, évidemment, dans tout le chapitre du livre, c'était d'abord l'occasion de raconter une émission de télévision, puisque, au fond, les citoyens modernes, enfin les individus modernes sont tous coutumiers de ce qu'est une émission politique. Seulement, c'est comme si la littérature ne s'en emparait pas, comme si ça faisait partie d'un autre monde. Bon. Or, il est intéressant, puisque le fait d'écrire, au fond, une émission de télévision, le fait de reprendre les répliques des uns ou des autres, les questions posées par Spivak ou Martha Rontny, qui sont les présentateurs, et les réponses données par Delattre, ou les questions de Cabot Lodge, ou l'aide de Cabot Lodge, qui est un peu son alter ego américain, eh bien, permettent de les comprendre. C'est en les écrivant que j'ai compris. Enfin, il m'a semblé mieux saisir, en tout cas, la structure même de ce genre d'émission. C'est-à-dire, le Meet the Press, d'abord, il faut le dire, est la plus ancienne émission de télévision, je crois, au monde aujourd'hui. Je crois qu'elle date de 1947 et qu'elle est donc, on peut dire, le prototype de toutes les émissions politiques. Or, ce qu'on entend, c'est qu'il y a deux types de questions. Alors, évidemment, dans le cadre de Delattre, on est dans un moment bien particulier, puisqu'on est à un moment où les États-Unis eux-mêmes sont en guerre, il y a la guerre de Corée, il y a la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, d'une certaine façon, ce profil. Delattre est même là pour ça, pour entraîner, vous le disiez, les Américains dans la guerre. Mais ce qu'on entend du coup très fortement, ce sont des registres de questions qui sont aujourd'hui encore les mêmes. Par exemple, on peut dire la question faussement abrupte. Spivak lui dit « Quelle est l'importance de l'Indochine pour nous, Américains ?» Vous voyez, ça paraît être une question frontale, directe. En réalité, c'est une question télescopée, puisque dans l'archive que vous venez de faire entendre, il y répond déjà. Et puis, il y a aussi la question-réponse. Comme il parle très mal anglais, en réalité, il est un instrument, d'une certaine façon, entre les mains d'autres puissances que lui. Et c'est comme ça que le même Spivak lui demande « Vous pensez que si l'Indochine tombe, tout le sud-est asiatique est perdu ?» Et il suffit de répondre « Oui ». Et là, on voit les enjeux. Hein. Ils sont cette géopolitique qui se jouait à cette époque-là et qu'on retrouve dans une phrase d'Édouard Herriot, côté français, que vous citez également, dont vous faites un portrait, Papiquet des Verts aussi. Il était alors le président de l'Assemblée et il va déclarer « Si nous donnons l'égalité des droits aux peuples coloniaux, nous serions la colonie de nos colonies ». Voilà pour un exercice de restitution des mentalités et des faits aussi d'une certaine vérité, ce que vous faites dans ce livre, Éric Vuillard, une sortie honorable qui paraît chez Actes Sud. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et Éric Vuillard est le premier invité de cette rentrée littéraire d'hiver à l'occasion de la parution de son livre-récit, une sortie honorable chez Actes Sud en librairie. Après-demain, les coulisses de cette histoire, vous nous y plongez, vous nous y emmenez. Et elles sont d'abord ici, à Paris, dans l'hémicycle où des parlementaires étaient responsables d'avoir soutenu, ce sont vos mots, contre les intérêts du peuple, une guerre inefficace, meurtrière, et d'avoir menti sur nos intentions et nos chances réelles de victoire. Ici encore, aussi, avec les administrateurs financiers de la Banque d'Indochine qui ont fait pire. Dans le siège de la banque, au 96 rue Haussmann à Paris, loin des conflits, ils ont spéculé sur la mort. Et là-bas, avec des industriels comme Michelin qui ont exploité les locaux, pratiquant des sévices d'un autre temps, appliquant jusqu'à la moelle les préceptes d'un taylorisme qui tue. On était alors en 1928, ce n'était pas encore la guerre, mais déjà la colonisation. Là-bas encore, avec des militaires exécutant des ordres iniques, pratiquant la torture, le bombardement des civils, l'emprisonnement arbitraire. Racontez-vous, Éric Vuillard, dans ce livre. Pour que votre récit soit le plus juste possible, comment avez-vous fait ? Est-ce que vous avez multiplié les sources et les récits, justement, pour en faire un récit ? Oui, alors c'est tout d'abord un récit, c'est toujours comment dire une composition. Toute narration est une composition, c'est-à-dire un choix. D'une certaine façon, c'est avec l'écriture, ce sont les deux éléments principaux de ce qu'on appelle la littérature. C'est-à-dire le fait d'écrire, de s'abandonner aux mots, quelque chose qu'on comprend, je crois, seulement en écrivant, et autre chose qui est de l'ordre de la composition. Alors, le livre, tout d'abord, est effectivement tendu entre le début qui raconte, donc qui s'adosse à un rapport de l'inspection du travail, donc qui est la source du chapitre. Donc tout ce qui est raconté, effectivement, se trouve dans ce rapport. Les dialogues même y sont. Et puis la fin qui, lui, puise ces informations dans des procès-verbaux, des conseils d'administration de la Banque d'Indochine. Donc vous voyez, les sources sont très hétérogènes et en réalité, souvent, ce sont les sources qui viennent d'une certaine manière à moi, comme ce petit guide de voyage. C'est-à-dire, c'est elles qui suscitent le chapitre plutôt que je vais, au hasard Balthazar, chercher sur tel ou tel thème qui m'intéresserait des documents particuliers. Et puis, il y a des choses qui sont tout simplement sur la table, par exemple, et qui sont intrigantes. Quand on regarde une liste des gouvernements français de la 4e République, par exemple, donc une chose que tout le monde peut consulter en 5 minutes, on trouve la liste suivante de 46 à 54, Bidault 1, Ramadier 1, Ramadier 2, Robert Schuman 1, André-Marie, Robert Schuman 2, Cueil 1, Bidault 2, Bidault 3, etc. Et on voit par là que l'idée qu'on se fait de la 4e République, c'est-à-dire de l'inconstance de la 4e République, est d'une certaine façon battue en brèche. Ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve au gouvernement Cueil, Bidault, Pleven, Meyer, Edgar Faure. Il y a donc une très grande constance. Donc vous voyez, les documents peuvent être à la fois, comme dans la lettre volée de Pau, sur la table, en évidence, et à condition peut-être de les regarder d'une certaine façon ou de les écrire. On les voit tout à coup différemment. Et d'autres, au contraire, il faut aller les chercher, et fouiller un peu les archives. Oui. L'écrivain, comme le cinéaste, a le droit de relire les faits avec sa subjectivité propre, avec sa sensibilité. Mais bien sûr, vous vous êtes beaucoup documenté, comme le réalisateur Guillaume Niclou dans Les confins du monde. Il revient dans ce film, sorti il y a peu, sur le massacre de mars 1945. C'est une plongée dans l'Indochine française, dans les pas de Robert Tassen, un jeune militaire français qui a survécu à un massacre dans lequel son frère, lui, a péri sous ses yeux et il est ensuite habité par la vengeance. Pour ce film, et il dit, Guillaume Niclou, s'être nourri de témoignages, et notamment celui d'un chef opérateur, Raoul Coutard, qui était celui qui a tourné avec Pierre Schoendorfer, réalisateur de 2 films sur l'Indochine, la 317e section et Dien Bien Phu. Est-ce que tout ça vous a servi aussi d'inspiration ? On écoute juste les mots d'abord de Guillaume Niclou. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. Je me suis imposé presque de me documenter, de lire. Mais c'est vraiment la partie la moins intéressante en fait, parce que pour moi la vérité historique, elle veut rien dire. Il n'y a pas de vérité historique, il y a une vérité à chaque fois, totalement subjective. Alors évidemment, tout ce qui est factuel est a priori indiscutable, mais c'est le sentiment de la vérité qui m'intéresse, c'est ce qui passe par le témoignage, notamment la parole.
Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir les récits de Raoul Coutard, avec qui j'ai pu réaliser 3 films. Il a éclairé mes 3 films, et puis il a participé à cette culture, à me préparer à cette plongée dans l'Indochine, parce que j'avais 22 ans quand il a commencé à me raconter ses souvenirs indochinois, et tout ça est remonté à la surface. J'ai plutôt essayé de favoriser tout ce qui pouvait me permettre de cultiver une guerre fantasmée. Voilà, il n'y a pas de vérité, mais un sentiment de vérité, dit Guillaume Niclou. Éric Vuillard, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que la fiction, parce que bien sûr vous êtes inspiré d'archives historiques, de témoignages, mais est-ce que la fiction, c'est-à-dire la représentation de cette réalité ou de cette vérité, vous a aussi inspiré? Je crois que l'écriture est toujours plus ou moins le nouage entre un rapport à la réalité et une subjectivité. Ce qui ne signifie pas qu'il y aurait, je crois, plusieurs vérités ou que la vérité nous échapperait toujours, oui. Mais au fond, ce que l'on cherche à travers l'écriture, c'est à attraper quelque chose un petit peu d'une vérité fuyante. Alors, on part évidemment de qui que l'on soit, historien ou cinéaste ou écrivain, de choses qui tout à coup nous frappent et nous orientent. Par exemple, j'avais lu une petite phrase dans La conquête de l'Indochine de Tomasi qui est la suivante et qui parle de l'arrivée des plénipotentiaires au moment de la signature, je crois, du premier accord avec les Vietnamiens lors de notre conquête. Le 3e jour, une vieille corvette à roue à aube fut aperçue en train de quitter la rivière de Tourane. Sa quille rabaissée était dans un tel état qu'elle suscita le rire de nos marins. Et vous voyez, j'ai l'impression d'être parti, d'une certaine façon, de cette sous-estimation des Indochinois par nos troupes, par nos hommes politiques, de ce mépris. C'est de ce rire, oui, que je suis parti. De ce rire-là et du sentiment que la marche du monde engage les écrivains. Vous faites des ponts entre cette histoire et aujourd'hui, hein. Vous les faites subtilement, mais on comprend que cette histoire, elle est toujours en train de s'écrire. Oui, elle l'est, bien sûr. J'évoquais là, à l'instant la sous-estimation, le mépris. C'est une chose qui est très... C'est d'abord un phénomène, une position sociale et psychologique très puissante dans l'histoire et très puissante encore aujourd'hui. En fait, ça n'est que le reflet précisément d'une asymétrie qui structure nos sociétés. Je crois que la littérature a pour vocation d'essayer de raconter depuis Jean-Jacques Rousseau cette asymétrie-là, sans quoi elle se cantonne à être une littérature, je ne sais pas comment dire, frivole ou folklorique. Il faudrait pouvoir regarder tout ça C'est au le moins risque. une seule fois bien en face. Toute la masse d'intérêt, des fils reliant les uns aux autres, froissés, formant une pelote énorme, une gigantesque gueule, un formidable amas de titres de propriété, de nombres comme un formidable amas de morts, fixé ne serait-ce qu'un instant, la vérité monstrueuse. Merci Éric Vuillard d'être venu autour de cette grande table pour cette rentrée littéraire d'hiver. Une sortie honorable, votre récit, paraît chez Actes Sud en librairie mercredi. Merci. Merci à vous.